Madame Colette se tenait devant la porte de sa vieille maison en pierre, 2 enfants agrippés à sa jupe comme s'ils cherchaient protection. Elle ne souriait pas, ne semblait pas surprise, mais plutôt effrayée. Devant elle, après 9 ans, son fils était revenu de la capitale avec une nouvelle fourgonnette, des cadeaux dans le coffre et le sourire de celui qui pense venir tenir une promesse. Mais à cet instant, personne ne souriait et il ne comprenait pas pourquoi. Il pensait revenir pour sauver sa mère, mais il n'était pas préparé à ce qu'il était sur le point de découvrir. Car dans cette maison, aux murs lézardés et aux toits qui fuyaient, des choses s'étaient passées pendant 9 ans qui allaient tout changer. Ce qu'il croyait sur sa vie, sur sa mère et sur le vrai prix de son départ. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut revenir au début, à un petit village des monts d'Auvergne et à une femme qui se levait depuis 9 ans à 4h30 du matin sans que personne ne sache pourquoi. À Saint-Pierre-des-Monts, en Auvergne, les matins commençaient avant le soleil, avant les coqs, avant que le premier rayon de lumière ne touche les tuiles rouges des maisons en pierre, qui tenaient plus par habitude que par structure. Et dans l'une de ces maisons, la plus ancienne de la rue, celle aux murs fissurés et aux toits qui fuyaient à chaque pluie, une femme de 68 ans était déjà debout à 4h30 du matin, allumant la cheminée à bois avec les mains crevassées et les phalanges gonflées, tandis que 2 enfants dormaient dans la pièce d'à côté, ignorant que tout ce qu'ils avaient au monde dépendait de ses mains. Colette Dubois vivait ainsi depuis 9 ans. 9 ans à se lever avant le village, à préparer des crêpes et du café au lait pour les vendre sur la place, à marcher 3 kilomètres jusqu'à l'école avec 2 cartables qu'elle ne pouvait plus porter sans que ses bras tremblent, et à revenir chaque après-midi avec le panier des crêpes invendues et un corps qui lui hurlait d'arrêter. Mais Colette n'arrêtait pas. Elle ne savait pas comment. Elle avait vendu les alliances de son mari défunt pour payer un accouchement que personne d'autre n'allait payer. Elle avait cessé d'acheter ses propres médicaments pour acheter des cahiers et des chaussures d'école. Elle marchait avec des douleurs aux genoux tous les jours, sans se plaindre. Et elle ne s'était pas acheté un seul vêtement neuf en presque 10 ans. Tout ce qui rentrait partait pour les enfants, pour la farine, pour le bois, pour maintenir en vie une maison qui tombait en ruine. Mathieu et Sophie avaient 9 ans. Ils étaient jumeaux, même s'ils ne se ressemblaient presque pas. Mathieu était silencieux, observateur, le genre d'enfant qui pouvait passer 1 heure entière à dessiner des camions dans un vieux cahier sans dire un mot. Sophie était tout le contraire, forte, directe, avec une langue bien pendue qui ne correspondait pas à son âge et une manière de regarder les adultes qui donnait l'impression qu'elle en savait déjà plus qu'elle ne devrait. Les 2 l'appelaient Mamie. Les 2 dormaient dans le même lit de fer qui grinçait à chaque mouvement. Les 2 mangeaient ce que Colette mettait sur la table, sans demander s'il y en avait plus, car ils savaient qu'il n'y en avait presque jamais. Au mur de la cuisine, dans un vieux cadre en bois ébréché, il y avait une photographie d'un jeune homme aux yeux sombres et à un sourire qui n'existait plus. Chaque fois que Mathieu passait devant cette photo, il la regardait quelques secondes, comme s'il essayait de reconnaître quelque chose sur ce visage que personne ne lui avait expliqué. Sophie, en revanche, avait cessé de la regarder. Une fois, elle avait demandé à Colette qui c'était, et Colette lui avait dit que c'était leur papa, qu'il travaillait dans la capitale, qu'il allait revenir un jour. Sophie ne demanda plus, non pas parce qu'elle la croyait, mais parce qu'elle avait appris qu'il y a des questions qui font pleurer les grands-mères, et elle ne voulait pas voir la sienne pleurer. Ce que personne à Saint-Pierre-des-Monts ne savait, ni les voisins, ni les amis, ni les dames du marché qui lui achetaient des crêpes chaque dimanche, c'est que ces 2 enfants n'étaient les enfants d'aucune connaissance. Ils étaient les petits-enfants de Colette, les enfants de son propre fils, et il ne le savait pas, il ne l'a jamais su. Colette avait décidé de porter ce secret seule, et elle l'avait porté pendant 9 ans sans dire un mot, sans demander d'aide, sans émettre une seule plainte. Sous son lit, poussée contre le mur comme si elle voulait qu'elle disparaisse, il y avait une boîte en fer rouillée qu'elle déplaçait chaque fois qu'elle balayait la pièce. Elle ne l'ouvrait jamais, ne la regardait jamais, mais ne la jetait pas non plus. À l'intérieur de cette boîte se trouvait toute la vérité. Une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée, un acte de naissance avec l'espace du père en blanc et une photographie qui expliquait tout. Et chaque nuit, quand les enfants dormaient et que le silence du village entrait par la porte qu'elle laissait toujours ouverte, Colette s'asseyait dans le fauteuil à bascule de l'entrée et regardait l'obscurité, se demandant si elle avait bien fait, si elle avait mal fait, ou si elle avait simplement fait la seule chose qu'une mère qui n'avait plus personne à qui demander de l'aide pouvait faire. Mais cette histoire n'a pas commencé avec Colette assise dans ce fauteuil à bascule. Elle a commencé 9 ans plus tôt, un matin froid, quand un jeune homme de 23 ans est sorti de cette même maison avec un sac à dos sur l'épaule et une promesse qui allait mettre près d'une décennie à être tenue. Étienne Dubois avait 23 ans la nuit où il a décidé de partir.
Il était grand, mince, les mains déjà marquées par le travail des champs, et une obstination qu'il avait héritée de sa mère, bien qu'aucun des deux ne l'admette. Il parlait depuis des mois de partir pour la capitale, de chercher du travail à Paris où un cousin avait déjà des contacts dans le bâtiment, de réunir de l'argent pour réparer le toit qui fuyait et de sortir sa mère de cette pauvreté qui les avait poursuivis toute leur vie. Colette ne voulait pas qu'il parte. Elle ne le lui dit pas avec des mots, car Colette n'était pas du genre à dire les choses directement. Elle le lui dit avec ses yeux, avec les longs silences pendant le dîner, avec la manière dont elle serrait les lèvres chaque fois qu'il mentionnait Paris. La nuit avant son départ, Étienne se disputa avec Louise. Louise Duval était sa petite amie depuis le collège, une jeune fille du même village, issue d'une famille modeste, avec de grands yeux et une voix douce qui se brisait facilement quand elle avait peur. Et cette nuit-là, elle avait peur. Elle lui dit que s'il partait, quelque chose allait changer pour toujours, qu'elle le sentait dans sa poitrine, qu'elle ne savait pas l'expliquer, mais que ce départ ne serait pas d'1 an comme il le promettait. Étienne lui répondit que la pauvreté ne se résolvait pas toute seule, qu'il n'allait pas mourir en attendant comme son père. Louise se tut, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle savait déjà que lorsqu'Étienne prenait une décision, il n'y avait aucune force au monde qui pût le faire changer d'avis. À 4 heures du matin, Colette l'accompagna jusqu'à la sortie du village. Le ciel était encore sombre, et le froid des monts s'immisçait entre les vêtements comme s'il cherchait les os. Colette lui donna un paquet de crêpes enveloppées dans une serviette en tissu, lui posa la main sur le visage et lui donna une bénédiction sans mots, les yeux fermés et les lèvres bougeant en silence. Étienne l'embrassa et lui dit qu'il reviendrait dans 1 an, qu'il réparerait le toit, qu'il lui enverrait de l'argent chaque semaine, que tout allait changer. Colette hocha la tête. Elle ne dit rien et le regarda seulement marcher sur le chemin de terre, jusqu'à ce que sa silhouette se perde, dans l'obscurité, et après elle resta là plusieurs minutes seule avec le froid, la fouettant le visage et les mains serrées contre sa poitrine. Étienne partit comme partent des milliers de jeunes de ces villages chaque année, convaincu que partir est la seule façon de sauver ceux qui restent. Et Colette resta comme restent des milliers de mères, debout à la porte, regardant le chemin vide, sachant que quelque chose venait de se briser, mais sans pouvoir dire exactement quoi. Ce qu'aucun des deux ne savait ce matin-là, c'est que la promesse d'1 an allait se transformer en 9, que le toit continuerait de fuir et que la vie qu'Étienne laissait derrière lui était sur le point de changer d'une manière que ni lui, ni Colette, ni Louise n'auraient pu imaginer. La première année, Étienne tint sa promesse. Il appelait chaque semaine depuis une cabine téléphonique dans une station-service de Paris avec le bruit des camions en fond et la voix rauque de fatigue. Il racontait à Colette qu'il allait bien, que son cousin l'avait fait entrer dans une équipe de maçonnerie, que le travail était dur, mais qu'il économisait déjà. Chaque mois, il envoyait de l'argent, peu mais constamment. Colette utilisa les premiers envois pour réparer le toit et acheter une bouteille de gaz, bien que les pluies d'Auvergne finissaient toujours par ouvrir de nouvelles fissures. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que quelque chose changeait. La deuxième année, Étienne commença à évoluer, apprit un français plus soutenu, quitta l'équipe et entra comme aide dans une entreprise de rénovation où l'on payait mieux. Les appels passèrent d'1 fois par semaine à 1 fois tous les 15 jours, puis à 1 fois par mois. Il envoyait plus d'argent, mais sa voix sonnait différemment, plus lointaine, comme si chaque fois qu'il parlait, il pensait à autre chose. Colette ne se plaignait pas. Elle lui disait qu'elle allait bien, de ne pas s'inquiéter, qu'ici tout restait pareil. La 3e année, Étienne avait déjà sa propre équipe de 3 hommes et quelques clients réguliers qui le recommandaient. La 5e, il était propriétaire d'une petite entreprise de rénovation et de construction à Paris. Il avait une fourgonnette, son propre appartement, un compte en banque et un nom qui commençait à être bien connu au sein de la communauté française de la région parisienne. Il appelait tous les 2 ou 3 mois, toujours pressé, toujours entre 2 travaux, toujours avec la même phrase à la fin. « Je t'appelle plus calmement après, maman. » Pendant ce temps, à Saint-Pierre-des-Monts, Colette continuait de vendre des crêpes sur la place à 6 heures du matin, avec les mêmes chaussures depuis des années et les mains plus crevassées que le mois précédent. L'argent qu'Étienne envoyait ne suffisait plus pour le toit ni pour la maison, car Colette le dépensait pour quelque chose qu'il ne savait pas exister. Chaque euro allait au lait, aux couches, aux consultations médicales, aux vêtements de bébé et à la farine pour 4 bouches au lieu d'1. Mais Étienne ne le savait pas car quelque chose s'était passé quelques mois après son départ qui avait tout changé. Louise découvrit qu'elle était enceinte de jumeaux. Elle arriva à la porte de Colette un après-midi de septembre, les yeux rougis, les mains tremblantes et la voix brisée. Elle avait 21 ans, pas de travail fixe,
vivait chez une tante qui la tolérait à peine et n'avait pas pu parler à Étienne, car il n'avait pas encore de numéro stable. Elle dit à Colette qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne savait pas être mère, qu'elle avait pensé à l'adoption, qu'elle n'avait pas de quoi les nourrir. Colette l'écouta sans l'interrompre, la laissa pleurer, lui servit un verre d'eau et s'assit en face d'elle à la table en bois usé où elle dînait seule tous les soirs. Quand Louise eut fini de parler, Colette lui dit une seule phrase d'une voix qui n'admettait aucune discussion. « Ces enfants ont mon sang, ils n'iront nulle part. » Cette phrase scella le destin de toute la famille. Colette accompagna Louise pendant la grossesse, paya ce qu'elle put de l'accouchement, et quand Mathieu et Sophie naquirent, ce fut elle qui les déclara au village avec le nom Dubois. Colette signa comme responsable, et sur l'acte, l'espace du père resta en blanc. Louise resta 3 mois, elle essaya, mais la honte, la peur, la jeunesse et le sentiment d'être piégée dans un village sans avenir la poussaient chaque jour un peu plus vers l'extérieur. Un matin, elle laissa un mot écrit sur un papier de cahier, en demandant pardon, et partit pour Clermont-Ferrand sans dire au revoir. Au début, elle envoyait de courts messages à Colette demandant des nouvelles des enfants. Quelques mots, écrits avec culpabilité et d'une écriture tremblante, mais avec le temps, même cela s'éteignit. Louise n'était pas méchante. Louise aussi pleurait, mais elle n'a pas su rester. Colette se retrouva avec 2 nouveau-nés dans les bras, un fils qui construisait une vie de l'autre côté de la frontière sans rien savoir et un secret qu'elle décida de porter seule. Elle pensa appeler Étienne. Elle pensa à lui dire. Mais elle savait que si elle lui racontait, il laisserait tout et reviendrait. Et à ce moment-là, revenir signifiait revenir sans rien, sans papier, sans argent. La culpabilité le dévorant et sans la moindre possibilité de donner quoi que ce soit à ses enfants. Colette fit ses comptes avec son cœur et décida que le meilleur cadeau qu'elle pouvait faire à son fils était du temps. Du temps pour grandir, pour construire quelque chose, pour revenir entier et non détruit. Alors elle avala la vérité et continua à vendre des crêpes. Tandis qu'Étienne signait des contrats à Paris et conduisait sa nouvelle fourgonnette sur des autoroutes à 6 voies, Colette chauffait des haricots sur un poêle à bois et inventait des histoires à 2 enfants. Pour qu'ils ne demandent pas après un père qui ne savait pas qu'ils existaient. Pendant qu'ils dînaient dans des restaurants avec des clients et parlaient de rénovation, elle plaçait des seaux sous les fuites du toit et comptait des pièces sur la table pour voir si cela suffisait pour le lait de la semaine. Pendant qu'il se convainquait qu'envoyer de l'argent était suffisant, elle dépensait cet argent pour maintenir en vie ses enfants sans qu'ils le sachent. Et le secret continua de grandir, comme les enfants, comme la distance, comme le silence entre un appel et l'autre, jusqu'à ce que les appels cessent presque d'exister. Et tout ce qui resta fut une mère seule dans un village oublié, élevant 2 enfants dont le monde ignorait qu'ils étaient de son fils, avec une boîte en fer sous le lit qui pesait chaque jour davantage, bien qu'elle ne la déplace jamais. Les années passèrent comme elles passent dans les petits villages, lentement à l'extérieur, mais à l'intérieur, usant tout sans faire de bruit. Les enfants grandirent, apprirent à marcher dans ces chemins de terre, à courir pieds nus sur la place, à reconnaître l'odeur des crêpes de Colette avant d'ouvrir les yeux le matin. Et chaque année qui passait, les questions devenaient plus difficiles. Mathieu ne posait pas de questions avec des mots. Mathieu posait des questions avec des silences. Il se tenait devant la photo d'Étienne au mur et restait immobile, les bras ballants et les yeux fixés sur ce visage qui ressemblait tant au sien. Parfois, il passait les doigts sur le cadre, comme s'il touchait quelque chose qu'il ne pouvait atteindre. Ensuite, il allait à son cahier et dessinait des camions, toujours des camions, comme si, dans ses dessins, il cherchait quelque chose que personne ne lui avait appris à nommer. Sophie, elle, posait des questions. Elle demandait directement, sans avertissement, au pire moment, au milieu du dîner, en chemin vers l'école. À l'heure du coucher, quand Colette n'avait plus la force de mentir. « Mamie, pourquoi mon papa n'appelle jamais ? Mamie, il sait qu'on existe ? Mamie, il ne nous aime pas ?» Chaque question était un couteau que Colette recevait avec le visage impassible et l'estomac noué. Et Colette mentait. Elle leur disait que oui, que leur papa savait, qu'il les aimait beaucoup, qu'il travaillait très dur dans la capitale pour leur donner un avenir meilleur, qu'un jour il reviendrait, qu'il devait être patient. Chaque mensonge lui coûtait plus que le précédent, car elle ne mentait plus pour protéger Étienne, elle mentait pour ne pas briser le cœur de 2 enfants qui la regardaient dans les yeux, en attendant une vérité qu'elle n'osait pas donner. Colette tenta de le raconter à Étienne plusieurs fois. La première fut quand les jumeaux eurent 1 an, et qu'elle composa le numéro qu'il lui avait laissé. Un répondeur en anglais qu'elle ne comprit pas lui répondit. La deuxième fois fut un dimanche où il appela de bonne humeur, et Colette prit une grande inspiration et commença à dire « Mon fils, j'ai quelque chose d'important à te dire.
Mais Étienne l'interrompit car il entrait en réunion et lui dit « Je ne peux pas maintenant, maman. Je t'appelle plus calmement après. » Le après n'arriva jamais. Ensuite, elle tenta 2, 3, 4 fois de plus. Mais Étienne appelait de moins en moins. Et quand il appelait, c'était toujours pressé, toujours entre 2 travaux, toujours avec le bruit de Paris en fond lui couvrant la voix. Une fois, Colette réussit à dire « J'ai besoin de te raconter quelque chose d'ici. » Et Étienne lui répondit que sa batterie était presque vide et qu'il l'appellerait le week-end. Il n'appela pas. Quand Étienne lui proposa de faire un appel vidéo parce qu'un ami lui avait offert un nouveau téléphone, Colette sentit le sol se dérober sous ses pieds. S'il voyait l'écran, il allait voir des cartables, des jouets, des petites chaussures, il allait entendre des voix d'enfants, il allait demander. Alors elle inventa ce qu'elle put. « Il n'y a pas de réseau ici, mon fils. Je n'ai plus de crédit. Je suis occupé avec la cuisine en ce moment. » Étienne n'insista pas. Il n'insista jamais sur rien qui concernait sa mère, car au fond, il lui était plus facile de croire que tout allait bien que d'affronter la possibilité que ce ne soit pas le cas. La fenêtre pour dire la vérité se referma année après année, jusqu'au jour où Colette réalisa que 5 ans s'étaient déjà écoulés, puis 6, puis 7, et chaque année qui s'ajoutait rendait dire la vérité plus difficile que se taire. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de dire « tu as des enfants », il s'agissait d'expliquer pourquoi elle l'avait caché si longtemps, de justifier 9 ans de silence, de se tenir devant son fils et d'accepter qu'elle lui avait être volé le droit d'être père. La nuit, quand Mathieu et Sophie dormaient, et que la maison était silencieuse, Colette s'asseyait au bord du lit et regardait la boîte en fer sous le matelas. Elle pensait à la lettre. Elle pensait à l'envoyer, elle pensait à marcher jusqu'au bureau de poste du village et à la laisser partir. Mais ensuite, elle imaginait Étienne l'ouvrant seul dans un appartement à Paris, lisant qu'il avait 2 enfants qu'il n'avait jamais connus, et quelque chose en elle se paralysait. Et s'il la haïssait? Et s'il ne la pardonnait jamais? Et s'il revenait et réprimandait les enfants? Et s'il ne revenait pas et cessait simplement d'appeler pour toujours? La culpabilité de Colette ne criait pas. Elle murmurait toutes les nuits sans relâche, comme une goutte constante que personne d'autre ne pouvait entendre, mais qui la rongeait de l'intérieur, tout comme l'eau qui s'infiltrait par les fissures du toit et faisait pourrir les poutres sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce fut un mardi d'avril que tout s'effondra. Colette rentrait de l'école avec les 2 cartables croisés sur les épaules. Le panier de crêpes invendu pendait de son bras droit et le soleil d'Auvergne lui frappait la tête comme s'il voulait l'assommer. Elle était debout depuis 4h30 du matin et il était presque 14h, et elle n'avait rien mangé d'autre qu'un morceau de pain froid avant de quitter la maison. Sophie parlait de quelque chose qui s'était passé à l'école, quelque chose à propos d'une maîtresse et d'un dessin, mais Colette ne l'écoutait plus. Elle n'entendait qu'un bourdonnement sourd dans les oreilles, comme si quelqu'un avait mis sa tête dans une cloche et la frappait de loin. Ses jambes pesaient lourd, le chemin de terre bougeait sous ses pieds, et soudain tout devint noir. Colette tomba d'abord à genoux, puis sur le côté, le panier se renversant et les crêpes roulant sur la terre. Sophie cria d'une voix qui ne ressemblait pas à celle d'une fille de 9 ans. Mathieu lâcha son cahier et courut pieds nus vers la maison de Madame Gisèle, la vieille voisine qui vivait 3 portes plus bas, frappant à la porte à coups de poing sans cesser de crier que sa mamie était tombée et ne se relevait pas. Quand Colette ouvrit les yeux, elle était allongée dans son propre lit, avec un linge humide sur le front et l'odeur de l'alcool que Madame Gisèle lui avait mis sur les poignets. Tout lui faisait mal, la tête, les genoux, la poitrine, les bras. Sophie était assise par terre à côté du lit, silencieuse pour la première fois de sa vie, les yeux rouges et les mains agrippant le bord du matelas, comme si elle avait peur que Colette ne retombe. Le médecin du village vint cet après-midi-là. C'était un homme âgé, fatigué, qui consultait dans un cabinet aux murs écaillés et à une balance qui ne fonctionnait plus bien. Il lui prit la tension, examina ses genoux, lui demanda d'ouvrir la bouche et de dire depuis quand elle ne mangeait pas correctement. Colette ne répondit pas. Le médecin la regarda par-dessus ses lunettes et commença à parler comme s'il lisait une sentence. Hypertension non contrôlée, genoux détruits par des années de marche en portant des poids sans traitement, anémie sévère, épuisement accumulé pendant des années, peut être des décennies. Colette écouta tout sans bouger, les mains sur la couverture et les yeux fixés sur un point du mur. Elle avait déjà entendu des choses similaires, mais cette fois, le médecin ajouta quelque chose qui lui glaça le sang. Il lui dit que si elle continuait ainsi, sans repos, sans médicaments, sans bien manger, le prochain malaise pourrait être le dernier, que son corps ne tenait plus, et que si quelque chose lui arrivait, ses 2 enfants se retrouveraient seuls au monde, car il n'y avait personne d'autre, personne qui saurait qui ils étaient,
Personne qui pourrait s'en occuper. Colette sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les os, ni avec la tension, ni avec le sang. Quelque chose de plus profond. Car pour la première fois en 9 ans, elle n'eut pas peur de mourir. Elle eut peur de ce qui allait se passer après. Qui allait s'occuper de Mathieu et Sophie? Qui allait savoir qu'ils étaient les enfants d'Étienne? Qui allait leur dire la vérité? Si elle mourait, le secret mourrait avec elle. Et ses enfants grandiraient sans savoir qui ils étaient, sans savoir qu'ils avaient un père vivant de l'autre côté de la frontière qui n'avait jamais su qu'ils existaient. Cette nuit-là, après que Mathieu et Sophie se furent endormis enlacés dans le lit de fer, Colette se leva doucement, traînant son corps comme s'il pesait le double. Elle marcha jusqu'à la porte d'entrée et s'assit dans le fauteuil à bascule qui grinça sous son poids. Le ciel était rempli d'étoiles, et on n'entendait rien, seulement le vent sec des monts s'infiltrant entre les maisons. Et là, seule, dans ce fauteuil à bascule où elle s'était assise des milliers de nuits à attendre quelque chose qui n'arrivait jamais, Colette pleura pour la première fois en 9 ans. Elle ne pleura pas de douleur, elle ne pleura pas de fatigue. Elle pleura parce qu'elle regarda vers la chambre où Mathieu dormait. Elle vit le visage d'Étienne dans ses traits et comprit avec une clarté qui lui brisa l'âme qu'elle pouvait mourir n'importe quel jour. Et son fils vivrait le reste de sa vie sans savoir qu'il était père. Et ses petits-enfants grandiraient sans savoir qui ils étaient. Les larmes coulaient sur ses joues ridées et tombaient sur le tablier fleuri qu'elle portait encore, le même avec lequel elle était sortie vendre des crêpes ce matin-là. Elle ne les essuya pas, elle les laissa couler. Madame Guisel apparut sans faire de bruit, comme elle apparaissait toujours, comme si elle avait un 6e sens pour savoir quand Colette était sur le point de craquer. Elle apporta une cruche de tisane et s'assit sur la marche de l'entrée sans dire un mot. Elles restèrent là toutes les deux en silence un long moment, écoutant les grillons et le grincement du fauteuil à bascule. Après un long moment, Gisèle parla sans élever la voix et sans la regarder de face, comme quelqu'un qui dit quelque chose qu'elle gardait depuis des années. « Colette, s'il t'arrive quelque chose, ces enfants se retrouveront seuls au monde. Ils n'ont personne. Tu ne peux plus gérer ça, et tu le sais. » Colette ne répondit pas, mais ses mains se serrèrent contre les accoudoirs du fauteuil à bascule jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Elle savait que Gisèle avait raison. Elle le savait depuis des années. Mais savoir et agir étaient deux choses très différentes. Et elle avait choisi de se taire pendant 9 ans, choisissant de porter seule un poids qui lui brisait déjà le corps et l'âme. Ce que Colette ne savait pas, c'est qu'elle n'aurait pas à continuer à le porter seule beaucoup plus longtemps, car 3 semaines plus tard, une fourgonnette qu'elle n'avait jamais vue allait entrer dans les chemins de terre de Saint-Pierre-des-Monts. Et ce qui allait se passer à partir de ce moment-là allait changer pour toujours la vie de tous ceux qui vivaient dans cette maison en pierre au toit qui fuyait. 3 semaines après le malaise, un bruit inconnu brisa le silence de Saint-Pierre-des-Monts. Ce n'était pas le vieux moteur de la camionnette du boucher, ni le cliquetis du camion d'eau qui passait le jeudi. C'était un ronronnement doux, propre, d'un moteur sans une égratignure ni un coup. Le genre de son que les gens de ce village n'entendaient jamais. Une fourgonnette neuve, blanche, étincelante. Elle entra dans les chemins de terre, soulevant un nuage de poussière qui se collait aux façades en pierre et faisait aboyer les chiens en s'écartant. Les voisins se penchèrent aux fenêtres. Les dames du marché cessèrent de parler. Quelques enfants coururent derrière la fourgonnette comme s'il s'agissait d'une apparition. Au volant se trouvait Étienne Dubois, 32 ans. Chemise habillée retroussée jusqu'au coude, montre au poignet, lunettes de soleil, les mains fermes sur le volant et un sourire qui lui couvrait tout le visage. Le sourire d'un homme qui rêve de ce moment depuis 9 ans. Sur le siège arrière, il y avait des cartons de cadeaux, des sacs de supermarché et dans le coffre de la fourgonnette, empilés avec soin, des matériaux de construction, des sacs de ciment, des barres d'armature, de nouveaux outils, des tôles pour le toit. Étienne était venu par surprise. Il n'avait prévenu personne, il n'avait pas appelé. Il voulait voir le visage de sa mère quand il arriverait. Il voulait se tenir devant cette maison en pierre et lui dire que c'était fini, qu'elle n'allait plus vivre comme ça, qu'il allait réparer le toit, les murs, le sol, tout, que la promesse qu'il lui avait faite un matin il y a 9 ans allait enfin être tenue. Dans la tête d'Étienne, c'était le moment de la rédemption. La preuve que son départ avait valu la peine. 9 ans de travail, de solitude, de repas solitaires dans des appartements loués, de regretter l'odeur du bois et le son des cloches. Tout pour arriver à ce moment, tout pour voir sa mère sourire. Il gara la fourgonnette devant la maison, coupa le moteur. La poussière flottait encore dans l'air quand il retira ses lunettes de soleil et regarda la façade. Les murs étaient toujours fissurés.
Le toit était toujours le même, de vieilles tuiles qu'il se souvenait. La porte en bois était ouverte comme Colette la laissait toujours, mais quelque chose n'était pas comme il s'en souvenait. Il y avait 2 petits vélos appuyés contre le mur, 2 vélos d'enfants aux pneus usés et au guidon tordu. Étienne les regarda sans comprendre. Puis il vit des cartables d'écolier accrochés à un clou près de la porte. De petites chaussures alignées à l'entrée et collées à la fenêtre avec du ruban adhésif jauni. Il y avait des dessins de camions faits avec des crayons de couleur. De l'intérieur de la maison venaient des rires d'enfants, des voix aiguës, rapides, qui rebondissaient entre les murs en pierre comme des oiseaux enfermés. Étienne resta debout près de la fourgonnette, la main toujours sur la porte, sans bouger. Son cœur battait d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'émotion du retour. C'était autre chose, c'était de la confusion. Il marcha lentement vers l'entrée, comme si le chemin de terre qu'il avait parcouru des milliers de fois enfant lui était soudain inconnu. Chaque pas lui montrait quelque chose de nouveau qui ne correspondait pas au village qu'il avait laissé. Une corde à linge avec de petits vêtements, un ballon dégonflé dans la cour, un couple de cahiers sur la marche de l'entrée. Colette apparut à la porte de la cuisine. Elle portait son tablier fleuri habituel et les mains pleines de pâtes, comme chaque après-midi. Quand elle vit Étienne debout là, avec la fourgonnette blanche derrière lui et la confusion peinte sur son visage, son teint devint livide. Ses mains restèrent immobiles en l'air, la pâte coulant entre ses doigts. Elle ne courut pas l'embrasser, ne cria pas de joie, ne pleura pas d'émotion. La première chose que Colette fit fut de regarder en arrière, vers la pièce où les voix des enfants continuaient de résonner. Puis elle regarda de nouveau Étienne, et dans ses yeux, il n'y avait pas de bonheur. Il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à la panique, car à cet instant, avec son fils debout à la porte après 9 ans et 2 enfants jouant à 10 cm de distance, Colette sut que le secret qu'elle avait porté seule pendant presque une décennie était sur le point d'exploser, et il n'y avait pas de boîte en fer, ni de lettres cachées, ni de mensonges suffisamment forts pour arrêter ce qui allait arriver. Colette l'embrassa. Elle l'embrassa comme si les 9 ans pouvaient être effacés en serrant fort, et Étienne la sentit plus petite qu'il ne se souvenait, plus légère, plus fragile, comme si la femme qui l'avait fait ses adieux ce matin-là avait rapétissé avec le temps. Elle sentait la fumée de bois et le maïs, comme toujours. Et Étienne ferma les yeux, et pendant une seconde, il crut qu'il avait de nouveau 23 ans et que rien n'avait changé. Mais quand il ouvrit les yeux, il vit 2 enfants debout à la porte de la chambre, le regardant avec un mélange de curiosité et de peur. Le garçon avait de grands yeux sombres, et la tête penchée d'un côté, comme s'il essayait de comprendre ce que cet homme faisait là. La fille était un pas en avant, les bras croisés et la mâchoire serrée, comme si elle était prête à défendre quelque chose. Colette se sépara de l'étreinte trop rapidement, essuya ses larmes du revers de la main et sourit d'une manière qui n'atteignit pas ses yeux. « Ce sont les enfants d'une connaissance qui n'a pas pu les élever », dit-elle sans qu'Étienne ne lui demande, d'une voix qui semblait préparée. « Je m'en occupe depuis qu'ils sont bébés. Ils s'appellent Mathieu et Sophie. » Étienne regarda les enfants, puis regarda Colette et hocha la tête. À ce moment-là, il avait trop de choses en tête. L'émotion du retour, les plans de rénovation, les cartons dans la fourgonnette, l'envie de prouver à sa mère qu'il n'était pas parti pour rien, pour s'arrêter à penser à ce qui ne collait pas. Il accepta l'explication parce qu'il était plus facile de l'accepter que de la remettre en question. Les premiers jours furent une retrouvaille déguisée en normalité. Étienne parcourut la maison, mesurant les murs, vérifiant les poutres, calculant le matériel. Il parla avec un maçon du village pour l'aider avec le toit. Il remplit le garde-manger de choses que Colette n'avait pas achetées depuis des années. Huile, sucre, riz, vrai café, savon qui sentait bon. Colette le regardait faire tout cela avec un sourire tendu qui ne quittait pas son visage. Le sourire de quelqu'un qui est à la fois heureuse et terrifiée. Mais les choses commencèrent à ne plus coller. Pas d'un coup, peu à peu, comme des fissures dans un mur qui au début ne semble rien, mais ensuite s'étendent jusqu'à ce que tout se lézarde. Étienne remarqua que Mathieu avait une manière d'incliner la tête quand il pensait qu'il connaissait très bien, car c'était exactement la même qu'il voyait dans le miroir. Il remarqua que Sophie avait son même tempérament, cette façon d'exploser rapidement puis de se taire comme si elle avait honte d'avoir crié. Un après-midi, il était assis à table, aidant Sophie avec ses devoirs de mathématiques. Elle sortit un gros cahier de son cartable, et en l'ouvrant, un papier plié qui était glissé entre les pages tomba. Étienne le ramassa par terre sans réfléchir, et le déplia. C'était un acte de naissance. Il lut le nom, Mathieu Dubois. Nom de famille paternelle, Dubois. Nom de famille maternelle, Duval. Nom du père, en blanc. Il resta à regarder le papier, l'estomac serré,
et un bourdonnement lui montant dans la nuque. Dubois, Duval, Louise Duval. Il leva les yeux et chercha Colette de l'autre côté de la cuisine. Elle était de dos, remuant quelque chose dans la marmite, mais ses épaules étaient tendues, relevées, comme si elle savait exactement ce qu'il venait de trouver. Étienne laissa le papier sur la table sans rien dire. Colette ne se retourna pas. À partir de cet après-midi-là, Étienne commença à tout regarder avec d'autres yeux. Il regardait Mathieu dessiner et voyait ses propres mains dans celles de cet enfant. Il regardait Sophie discuter et entendait sa propre voix dans la sienne. Il regardait sa propre photo au mur de la cuisine, et ensuite regardait les jumeaux, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se serrait d'une manière qu'il ne savait pas nommer. Il ne posait pas de questions, mais le doute était là, grandissant comme une ombre qui occupait chaque jour plus d'espace. Colette vivait dans un état de panique silencieuse qui la consumait. Chaque fois qu'Étienne regardait les enfants plus de 3 secondes, elle sentait que son cœur allait s'échapper. Chaque fois qu'il restait pensif, le regard perdu, elle attendait la question qui allait tout détruire. Elle commença à dormir encore plus mal qu'avant. Elle se levait à 3 heures du matin, au lieu de 4h30, et restait assise dans l'obscurité de la cuisine, les mains sur la table, regardant le mur. Madame Gisèle vint lui rendre visite un jeudi après-midi, quand Étienne était sorti avec le maçon chercher du matériel. Elle s'assit dans la cuisine et servit un café à Colette, sans lui demander si elle en voulait. Elle la regarda un long moment, et ensuite lui dit à voix basse, comme si les murs pouvaient entendre. « Colette, ce garçon est en train de reconstituer les pièces. Ça se voit sur son visage. Si tu ne le lui dis pas, il le découvrira. Ça sera pire. » Colette serra la tasse de café à 2 mains et ne dit rien. Gisèle avait raison. Elle le savait. Elle le sentait chaque fois qu'Étienne regardait Mathieu du coin de l'œil et restait ensuite silencieux. Chaque fois qu'il ramassait quelque chose par terre et s'arrêtait une seconde de trop, comme s'il cherchait des indices dans chaque recoin de la maison. La vérité poussait déjà de l'intérieur, comme l'eau qui s'infiltre par les fissures d'un mur jusqu'à le faire éclater. Mais le dire signifiait tout briser. Cela signifiait se tenir devant son fils et lui avouer qu'elle lui avait menti pendant 9 ans, qu'elle lui avait caché 2 enfants, qu'elle avait décidé seule, qu'elle avait porté seule, qu'elle lui avait être volé le droit d'être père. Colette avait peur de sa haine, elle avait peur de son silence, elle avait peur qu'il la regarde avec ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de Mathieu et qu'il ne la revoie plus jamais de la même façon. Une semaine de plus passa, et une nuit, après que Mathieu et Sophie se furent endormis, Colette sortit de sa chambre et trouva Étienne assis dans le fauteuil à bascule de l'entrée. Il regardait les étoiles avec les coudes appuyés sur les genoux et les mains pendantes entre les jambes, avec le corps d'un homme revenu victorieux, mais qui sentait que quelque chose n'allait pas. Colette s'assit sur la marche d'à côté, pas dans l'autre fauteuil à bascule, sur la marche en dessous, comme si elle ne méritait pas d'être à la même hauteur. Le silence entre eux dura plusieurs minutes. On entendait les grillons, le vent dans les tuiles, le grincement du fauteuil à bascule chaque fois qu'Étienne bougeait. Aucun des deux ne parla. Puis Colette se leva sans rien dire. Elle entra dans la maison et marcha jusqu'à sa chambre. Elle s'agenouilla devant le lit, ses genoux protestants, et tendit le bras jusqu'à toucher la boîte en fer qui depuis 9 ans était poussée contre le mur. Elle la tira doucement, comme si elle pesait beaucoup plus qu'elle ne pesait, et la regarda longuement, les mains sur le couvercle et la respiration courte. Elle revint à l'entrée. Colette se tint devant lui posa la boîte sur les jambes sans dire un mot et s'assit de nouveau sur la marche. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les serrer l'une contre l'autre pour qu'elle s'arrête. Étienne regarda la boîte, regarda Colette, ouvrit le couvercle doucement et vit 3 choses à l'intérieur. Une enveloppe jaunie, avec son nom écrit d'une écriture qu'il reconnut instantanément, un papier officiel plié en 3 parties et une photographie qu'il n'avait jamais vue. La photo était d'une jeune femme aux cheveux relevés et un ventre de 6 mois environ qui regardait l'appareil photo avec des yeux tristes. C'était Louise, et elle était enceinte. Colette ne put dire beaucoup de mots, seulement 4, d'une voix plus fatiguée qu'Étienne ne l'avait jamais entendue de sa vie. « Lise la lettre, mon fils. Et quand tu auras fini, laisse-moi parler. » Ce fut la décision la plus difficile que Colette ait prise en 68 ans de vie. Plus difficile que d'assumer seule 2 nouveau-nés. Plus difficile que de vendre les alliances de son mari. Plus difficile que de marcher 3 kilomètres avec des douleurs aux genoux tous les jours pendant 9 ans. Car remettre cette boîte n'était pas seulement remettre la vérité, c'était admettre qu'elle l'avait cachée, qu'elle avait décidé seule, qu'elle avait porté un poids qui n'était peu, être pas seulement le sien. Mais Colette comprit cette nuit-là, assise sur cette marche, le froid des monts s'immisçant entre les vêtements, que mourir avec le secret serait la pire des trahisons. Non contre Étienne,
mais contre Mathieu et Sophie, car ils méritaient de savoir qui ils étaient, et leur père méritait de savoir qu'ils existaient. Étienne sortit la lettre de l'enveloppe avec précaution, comme s'il avait peur qu'elle ne se désagrège entre ses doigts. Le papier était jauni, et les bords étaient usés, à force d'être touchés par des mains qui n'avaient jamais osé le lâcher. Il reconnut l'écriture de sa mère instantanément, cette écriture ronde, inégale, avec les S allongés et les mots serrés les uns contre les autres, comme si le papier ne suffisait pas pour ce qu'elle avait à dire. Il commença à lire en silence. Colette le regardait depuis la marche, les mains jointes sur ses genoux et le corps recroquevillé comme si elle attendait un coup. La lettre commençait ainsi. « Mon fils, je t'écris ceci parce que je ne sais pas si j'aurai le courage de te le dire de vive voix. » Et ensuite venait tout ce que Colette avait porté seule pendant 9 ans. Mise en mots pour la première fois, que Louise était tombée enceinte quelques mois après son départ, qu'elle était arrivée à sa porte en pleurs, ne sachant que faire, parlant d'adoption, que Colette ne l'avait pas permis, qu'elle avait pris en charge les bébés, que Louise avait essayé de rester, mais n'avait pas pu, qu'elle était partie pour Clermont-Ferrand, qu'au début elle envoyait de petits mots demandant des nouvelles des enfants, mais qu'ensuite elle avait cessé d'écrire. La lettre disait que Colette avait essayé de le lui raconter de nombreuses fois, qu'elle avait appelé et qu'on n'avait pas répondu, qu'une fois elle avait commencé à lui dire, et il l'avait interrompu parce qu'il était occupé, que chaque année qui passait rendait plus difficile de dire la vérité, qu'elle ne savait pas si elle avait bien fait ou si elle avait commis la pire erreur de sa vie, que la seule chose qu'elle savait était que ses enfants avaient besoin de quelqu'un et qu'elle était la seule à être là. Étienne lisait lentement, très lentement, comme si chaque ligne lui coûtait plus que la précédente. Au milieu de la lettre, ses mains commencèrent à trembler. Sa mâchoire se bloqua. Il déglutit une fois, puis une autre, comme s'il avait quelque chose de coincé dans la gorge qu'il ne pouvait pas avaler. Quand il arriva à la fin où Colette avait écrit « Je ne sais pas si un jour tu liras ceci, mais si tu le lis, je veux que tu saches que je ne l'ai pas fait pour te faire du mal. Je l'ai fait parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. » La lettre tomba de son giron et resta face visible sur ses jambes. Étienne ne la ramassa pas, ne bougea pas. Il resta à regarder l'obscurité du village, les yeux fixés sur rien. Ensuite, sans dire un mot, il prit le papier plié en 3 qui était dans la boîte. Il l'ouvrit. C'était l'acte de naissance. Il lut « Mathieu Dubois, Sophie Dubois. Nom de la mère, Louise Duval. Nom du père, en blanc. » Cet espace vide le frappa plus fort que n'importe quel mot, car cet espace, c'était lui. Cet espace en blanc était 9 ans d'absence, transformé en un rectangle de silence sur un papier officiel. Il regarda la photographie. Louise avec son ventre de 6 mois, les cheveux relevés, les yeux tristes, regardant l'appareil photo comme si elle savait que cette photo allait finir dans une boîte sous un lit. Il reconnut son visage instantanément, le visage de la jeune fille qui lui avait dit que s'il partait, quelque chose allait changer pour toujours. Le visage de la femme qu'il avait quittée sans dire au revoir. Étienne laissa la photo dans la boîte et resta immobile. Sa poitrine montait et descendait de plus en plus vite. Ses yeux étaient rougis, mais les larmes ne coulaient pas encore. C'était comme si son corps savait que quelque chose d'énorme venait de se briser, mais que son cerveau n'avait pas encore fini de le traiter. 9 ans. 9 ans. À construire une entreprise, à acheter une fourgonnette, à rassembler de l'argent pour rénover une maison, à se sentir fier de lui-même, convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait, que la distance en valait la peine, qu'un jour il reviendrait, et que tout prendrait son sens. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, dans un village aux chemins de terre et aux maisons en pierre, 2 enfants qui portaient son sang et son nom de famille grandissaient sans père, demandant à une grand-mère détruite pourquoi leur papa n'appelait jamais. Il n'avait pas perdu du temps, il avait perdu la paternité. Il avait perdu les premiers mots de ses enfants, les premiers pas, les premières fièvres, les anniversaires avec un gâteau bon marché et des bougies tordues sur la table en bois usé. Il avait perdu 9 ans de dessins de camions et de questions sans réponse. Et des nuits où Colette restait seule dans le fauteuil à bascule, portant un secret qui lui appartenait. Étienne tourna la tête vers Colette. Ses yeux étaient humides, et sa voix coincée quelque part entre sa poitrine et sa gorge. Une seule question lui échappa, brisée, presque sans air. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit, maman ?» Colette le regarda. Elle le regarda comme seule une mère qui s'est préparée pendant 9 ans à ce moment, et qui pourtant n'est pas prête peut regarder. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber, tout comme cette nuit-là dans le fauteuil à bascule, quand elle pleura seule pour la première fois, et d'une voix plus fatiguée qu'Étienne ne l'avait jamais entendue de toute sa vie, la voix d'une femme qui avait porté trop longtemps un fardeau trop lourd. Colette lui répondit
Parce que si je te l'avais dit, tu aurais tout laissé et tu serais revenu sans rien. Et je ne voulais pas que tu reviennes détruit, mon fils. Je voulais que tu reviennes entier, comme tu es revenu. » Étienne resta à la regarder, la regardant vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Il regarda les mains crevassées qui lui avaient donné des crêpes ce matin-là, et qui ensuite avaient porté seuls 2 nouveau-nés. Il regarda les genoux gonflés qui marchaient 3 kilomètres tous les jours avec des cartables qui n'étaient pas les siens. Il regarda le visage vieilli de 10 ans de plus, les cheveux blancs, les cernes profonds, le tablier usé d'une femme qui ne s'était jamais rien acheté parce que tout était dépensé pour maintenir en vie ses enfants, et il comprit quelque chose qui lui tomba dessus comme un mur entier. Pendant qu'il construisait une affaire, elle construisait une famille, la sienne, sans rien demander, sans rien réclamer, sans qu'il le sache. Étienne se leva du fauteuil à bascule doucement, comme si son corps pesait le double. Il s'agenouilla devant Colette, là sur la marche froide en ciment, et l'embrassa. Il l'embrassa, le visage enfoui dans son épaule, et les mains tremblant contre son dos. Il ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Colette sentit le corps de son fils trembler contre le sien, et leva les mains doucement, comme si elle ne se souvenait plus comment faire, et lui caressa la tête égale que quand il était enfant. Et pour la première fois en 9 ans, Colette lâcha le poids. Pas tout, car il y a des choses qui ne se lâchent pas d'un coup, mais suffisamment pour sentir que ses épaules s'abaissaient, que le nœud dans sa poitrine se desserrait, que l'air lui entrait plus facilement. Et là, ils restèrent tous les deux, mère et fils, enlacés sur la marche d'une maison en pierre au toit, qui fuyait sous un ciel d'étoiles, qui n'avait pas bougé d'1 centimètre en 9 ans. Le lendemain matin n'effaça rien. 9 ans ne s'effacent pas avec une étreinte, ni avec une nuit de larmes, ni avec une lettre qui est enfin arrivée entre les mains qui devaient la lire. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de subtil, presque invisible, comme quand la pluie s'arrête et qu'on ne s'en rend compte que lorsqu'on n'entend plus les gouttes sur le toit. Étienne se réveilla tôt, pas à 4h30 comme Colette, mais avant le lever du soleil. Il resta un moment allongé sur le lit de camp qu'ils avaient installé dans le salon, regardant le vieux toit de tuiles aux poutres tachées d'humidité. Écoutant les bruits de la cuisine, la cheminée qui s'allumait, la farine sur la plaque de cuisson, les mains de Colette travaillant la pâte comme chaque matin, comme tous les matins des 9 dernières années, comme si la nuit précédente ne s'était rien passé. Il se leva et marcha jusqu'à la cuisine. Colette était de dos, son tablier et ses cheveux relevés, préparant les crêpes pour la place. Elle ne se retourna pas quand elle l'entendit entrer. Étienne resta debout à la porte quelques secondes, la regardant ses mains crevassées qu'il avait élevées lui, puis avait élevé ses enfants, regardant ce dos courbé qui avait porté seul ce qu'il aurait dû porter. Ensuite, il marcha jusqu'à la table, s'assit, tira un morceau de pâte et commença à aider sans dire un mot. Colette s'arrêta un instant, tourna la tête juste assez pour le voir du coin de l'œil. Elle ne dit rien. Elle reprit son travail. Mais ses mains tremblèrent une seconde, et elle dut serrer la pâte plus fort pour que cela ne se remarque pas. C'était la première fois en 9 ans que quelqu'un s'asseyait à cette table pour l'aider avant l'aube. Les jours suivants furent lents. Il n'y eut pas de longues conversations, ni d'explications, ni de discours. Étienne n'essaya pas d'être père du jour au lendemain, car il savait qu'il ne pouvait pas, et parce que chaque fois qu'il regardait Mathieu ou Sophie, il ressentait un mélange de tendresse et de honte qui lui serrait la gorge. Il ne savait pas encore. Colette et Étienne n'avaient pas parlé de comment ni quand leur dire. Cela viendrait. Mais pas encore. Ce qu'Étienne fit, c'est ce qu'il savait faire. Un matin, il sortit les outils du coffre de la fourgonnette. Il monta sur le toit avec le maçon du village et commença à changer les tuiles cassées. Colette sortit dans la cour avec les crêpes prêtes et resta debout à regarder en l'air, la main lui cachant le soleil, voyant son fils arracher les vieilles tuiles qui fuyaient depuis 9 ans, les mêmes tuiles qu'il avait promis de réparer le matin de son départ. Il lui fallut 3 jours pour terminer le toit. Cette nuit-là, il plut. Colette se réveilla par habitude et resta allongée dans l'obscurité, attendant le bruit des gouttes tombant dans les seaux. Mais le bruit ne vint pas. On n'entendait que la pluie dehors frappant les nouvelles tuiles, et à l'intérieur, c'était sec. Colette resta là, immobile, écoutant le silence où il y avait eu des fuites auparavant, et quelque chose dans sa poitrine se desserra un peu plus. Étienne chercha du travail dans le village. Pas beaucoup, car il avait des économies, et son entreprise à Paris pouvait fonctionner quelques semaines sans lui. Mais il avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Il aida à réparer la clôture du voisin. Il répara la porte de l'église qui était bloquée depuis des années. Et tous les matins, il accompagna Mathieu et Sophie à l'école,
marchant les 3 kilomètres sur le chemin de terre que Colette avait parcouru seule avec des douleurs aux genoux pendant 9 ans. Mathieu l'observait de loin. Il ne s'approchait pas beaucoup, ne parlait pas beaucoup, mais ne se cachait pas non plus. Parfois, il s'asseyait pour dessiner dans la cour pendant qu'Étienne travaillait. Et si Étienne s'approchait pour voir le dessin, Mathieu ne retirait pas le cahier. Il le laissait là, ouvert comme une porte qui n'invite pas, mais qui ne se ferme pas non plus. Sophie était différente. Sophie le regardait avec méfiance, les bras croisés, et cette mâchoire serrée qui était déjà sa marque. Elle ne lui parlait pas plus que nécessaire. Elle répondait par des phrases courtes et s'en allait. Un jour, elle lui dit sans que personne ne lui ait rien demandé, d'une voix qui semblait trop adulte pour une fille de 9 ans, « Les hommes qui partent ne reviennent pas, et quand ils reviennent, ils ne restent pas. » Étienne reçut cette phrase comme un coup en pleine poitrine. Il ne lui répondit pas, se contenta d'acquiescer car il savait qu'elle avait de nombreuses raisons de penser ainsi, mais il resta chaque jour. Il resta. Chaque matin, il était à table avant l'aube, aidant avec la pâte. Chaque après-midi, il accompagnait les enfants de retour de l'école. Chaque nuit, il s'asseyait dans le fauteuil à bascule à côté de Colette, à la place où elle s'était assise seule pendant presque une décennie, et ils restaient tous les deux en silence à regarder les étoiles, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, car parfois être là est suffisant. Un dimanche après-midi, Sophie courait dans la cour, poursuivant un chat quand elle trébucha sur une pierre et tomba face contre terre. Elle s'écorcha les genoux et les paumes des mains et commença à pleurer avec cette fureur avec laquelle les enfants pleurent, ne voulant pas que quiconque les voie pleurer. Mathieu s'approcha, mais ne sut que faire. Colette commença à marcher depuis la cuisine, mais Sophie ne courut pas vers Colette, sans y penser, sans le planifier, le visage sale de terre et les yeux serrés par la douleur. Elle courut vers Étienne. Elle se jeta contre ses jambes en pleurant et leva les bras pour qu'il la porte. Étienne la souleva maladroitement, effrayé, ne sachant pas bien où mettre ses mains, la serrant contre sa poitrine comme quelqu'un qui tient quelque chose qu'il a peur de briser. Colette vit la scène depuis la porte de la cuisine, elle s'arrêta, les mains sur son tablier, et s'appuya contre le cadre. Sophie pleurait sur l'épaule d'Étienne, et il lui caressait le dos sans rien dire, avec le visage de quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose qu'il ne savait pas qu'il lui manquait. C'était la première fois que Sophie cherchait en lui quelque chose qu'elle avait toujours cherché en Colette. Et Colette ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas un bonheur complet, pas la paix. C'était quelque chose de plus simple et de plus profond que cela. C'était un soulagement. Le soulagement d'une femme qui porte seule le poids d'une famille entière depuis 9 ans et qui, pour la première fois, voit quelqu'un d'autre tenir une partie de ce poids. Ce n'était pas la fin de tout, c'était le début. Colette savait qu'il y aurait des conversations difficiles, qu'il faudrait parler aux enfants, qu'Étienne devrait décider quoi faire de sa vie à Paris, que Louise était un nom qui allait réapparaître dans cette maison. Elle savait que 9 ans ne se réparent pas en quelques semaines, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Et pour une femme qui n'avait jamais rien demandé à personne, c'était tout. Il y a des mères qui portent en silence ce que personne d'autre ne veut porter, qui se lèvent avant le soleil, qui vendent le peu qu'elles ont, qui mentent pour protéger, qui pleurent en cachette pour que personne ne les voie faibles, et le font sans rien demander, sans rien réclamer, sans que personne ne les remercie. Jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un se rende compte que tout ce qu'il a, il le doit à ses mains crevassées qui n'ont jamais cessé de travailler. L'amour d'une mère ne se mesure pas en mots, il se mesure en années de silence. Si vous aussi vous connaissez une femme comme ça, une mère, une grand-mère, quelqu'un qui a tout donné sans rien demander, laissez son nom ici dans les commentaires. Dites-moi d'où vous êtes, et si cette histoire vous a touché le cœur. Aimez et abonnez-vous, car chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin.